Merci de nous suivre pour les Voix de l'Info, votre émission du soir avec nos invités. Thierry-Paul Valette est toujours là. Merci d'être resté. En meilleure forme. Malgré tout, fondateur des Gilets jaunes citoyens, tête de liste aux européennes. Laurence Marchand-Taillette, qui est présidente du mouvement Force laïque. Arnaud Benedetti, qui nous fait l'amitié de nous accompagner souvent dans cette émission, qui est professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Le général Vincent Desportes, qui revient assez souvent également dans cette émission, je vous remercie, qui est ancien directeur de l'école supérieure de guerre, qui est professeur de stratégie à Sciences Po et HEC et qui a ce livre Entrée en stratégie aux éditions Robert Laffont. Christophe Boursier, qui est acteur, qui est écrivain, qui est journaliste. Il a notamment écrit sur l'extrémisme, une enquête sur une grande peur contemporaine. Et on accueille avec nous ce soir, avec tous nos invités, Franck Alizio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil Région PACA. Rassemblement National, on va beaucoup en parler parce que vous ne serez pas demain au rassemblement des différents partis, etc. Vous avez votre propre rassemblement. Fallait-il vraiment exclure le Rassemblement National? C'est une vraie question. Réagissez d'ailleurs avec le hashtag Les Voix de l'Info. Mais tout d'abord, quasiment donc tous les partis sont rassemblés demain à l'appel du Parti Socialiste et présence du Premier ministre Édouard Philippe. Qu'en pensez-vous? Un tour de table, c'est l'exécutif, le chef du gouvernement, c'est un signe important, Thierry-Paul Valette. On doit être tous solidaires et faire bloc. La République doit faire bloc. Vous y serez demain? Par ça, et j'y serai demain. J'appelle aux Gilets jaunes à y aller. Et ce soit un signal fort pour montrer qu'on ne veut pas que dans nos rangs, il y ait une, deux, trois, peu importe le nombre de personnes qui tiennent des propos qui ont pu être tenus. C'est hors de question. On doit nettoyer le mouvement et éradiquer toutes ces personnes-là. Voilà. Il n'y a pas à avoir de hiérarchie de la souffrance pour autant liée à l'antisémitisme, mais peu importe si demain c'est des actes islamophobes, on le dénoncera de la même manière et unanimement. Et demain, peu importe qu'il y ait des politiques ou pas, c'est la République, on est ensemble, c'est ça qui est important. Oui, ça c'est une bonne remarque, parce que est-ce que certains gilets jaunes vont vouloir se mêler aux responsables politiques? À un moment donné, oui. C'est ça qui doit durer, il ne faut pas l'oublier ça. Moi, je trouve que c'est très bien en soi. Simplement, à chaque fois qu'il y a un crime antisémite qui est commis, il y a une marche, on pourrait dire une marche blanche, hein, comme on a vu quand il y a les faits divers, où on va marcher pour montrer notre réprobation. C'est bien, mais ça suffit pas. Moi, je trouve que la marche, c'est bien gentil. Ça sera très mondain. Il y aura le Premier ministre, le gouvernement, l'opposition, tous les courants représentés, à l'exception apparemment du Rassemblement National, encore qu'il y aura sûrement quelques éléments qui viendront dans le cortège. Mais c'est insuffisant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut prendre des mesures, essayer de lutter. Il y a une pédagogie, il y a des choses à mettre en place, parce qu'on est face à un antisémitisme populaire, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous dites que tout n'a pas été fait. Ouais, c'est une question de volonté politique aussi. On est face à la marche de la bonne conscience, parce qu'on a eu Mitterrand qui a marché à l'époque. Il l'a fait, Mitterrand. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Voilà. Là, on a des politiques, enfin des élus de premier rang qui vont se mêler à cette manifestation. Qu'est-ce qui se passera le 20 au matin? C'est ça la question. C'est pas la question de tous défiler pour se donner bonne conscience. C'est la question des actes qui sont posés derrière. Et moi, ce que je constate, c'est que depuis 20 ans, il y a des actes antisémites, que l'antisémitisme est en train de monter gravement dans notre pays. Alors, on peut parler de l'islamophobie. Or, les actes islamophobes, tels qu'ils sont répertoriés au ministère de l'Intérieur, sont en très nette régression et ne provoquent pas la mort, et heureusement, de nos concitoyens musulmans. Là, aujourd'hui, on a des morts chez nos concitoyens juifs, on a des concitoyens qui se sauvent de la France parce qu'ils ne peuvent plus y vivre, et on a des jeunes qui ne peuvent même plus être scolarisés dans des collèges en France parce qu'ils sont juifs. Et tout ça, il faut le dénoncer, et il va falloir qu'il y ait des politiques courageuses. Et ces politiques courageuses, aujourd'hui, elles ne sont pas menées. Donc, je regrette, mais ce n'est pas en marchant qu'on va résoudre. C'est déjà pas mal de marcher. C'est déjà pas mal. Je crois que nous assistons à la République désunie depuis 3 mois. Pour une fois, la République va être unie. Alors justement, unie, mais sans un parti qui a vu sa présidente accéder au second tour de l'élection présidentielle. Donc c'est une vraie question qui se pose. Je vais vous laisser réagir. On va écouter, c'est tout à l'heure sur Europe 1, quelqu'un qui est dans votre parti. C'est le député Gilbert Collard qui donc a donné l'information confirmée par le communiqué sur un autre rassemblement, une autre marche qui sera propre à vous, à votre parti. On l'écoute. Nous n'irons pas à la manifestation organisée par le festival socialiste, les contestataires pédestres qui, en panne de reconnaissance, essayent de trouver le moyen de faire parler d'eux parce que ils n'ont pas le monopole de la lutte contre l'antisémitisme. On organisera une manifestation qui aura lieu vers 17h30, 18h, en un endroit que je ne peux pas indiquer pour des raisons de sécurité, mais qui sera connu demain. Et on
on trouve triste, que le Parti socialiste, qui quand même a eu un rôle très important dans l'instauration du communautariste intégriste, ça a été dénoncé, ça a été répété, que les communistes, qui ont joué un rôle aussi, notamment en célébrant quelques terroristes... Ça, c'est une attaque sérieuse. Soit à l'initiative de cette manifestation. Voilà. Mais, Franck Alizio, est-ce que vous en savez déjà un peu plus sur votre propre rassemblement demain ? Non, il y aura un rassemblement, il sera en parallèle, ce sera un rassemblement probablement d'élus du Rassemblement national, de cadres autour de Marine Le Pen. La première réflexion, c'est une marche contre l'exclusion quelque part, contre l'antisémitisme. C'est bizarre qu'une marche contre l'exclusion démarre par une exclusion, parce que nous n'avons pas dit non au début. Gilbert est trop gentil. On a d'abord été exclus, on a d'abord été entre guillemets oubliés. Bon, on a été mis à l'écart. Ils voulaient faire ça entre eux, une fois de plus, un grand barnum médiatique, une de plus, parce que vous le disiez, oui, depuis, on a été Charlie, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis Charlie ? Je crois que ça fait 4 ans qu'on a été Charlie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles décisions ont été prises ? Rien. Et là, on va défiler avec les pompiers pyromanes. Donc on a décidé de ne pas aller... Enfin, d'abord, on a été rejeté par les pompiers pyromanes. Ils veulent rester entre eux, tant mieux. Et donc, on va aller rendre un hommage de notre côté. Moi, je suis très sensible aux propos qu'a tenu, je crois, ce matin, le fils de Mia Knoll, qui expliquait que à quoi ça va servir ? À quoi ça va servir ? Ça va être des démarches comme ça, on en a eu plein, il y aura une marche de plus, et à côté de ça, il y a une impunité, à côté de ça, il n'y a rien qui se passe, alors qu'il appelle, lui, à des sanctions fermes, à une véritable action de l'État. Voilà ce que je trouve. Vous parliez et il a été marqué par la douleur, parce qu'évidemment, c'est son fils qui parle. Général Desportes, vous parliez d'union. Est-ce qu'on peut parler d'union politique républicaine sans la présence d'un parti, justement ? Et pardonnez-moi, un parti, il est vrai, je le rappelle, dont la présidente a été au second tour. Donc ce sont quand même des millions de Français. Non, c'est pas la République qui organise ce mouvement, c'est le Parti socialiste. Après, il invite qui il veut. C'est pas de mon fait. Moi, en tout cas, quand je vois que la majorité, et je regrette évidemment au titre de ce que vous venez de dire que le Rassemblement national n'y soit pas, mais quand je vois pour une fois la majorité des partis ensemble, je trouve ça bien. Ça fait combien de temps que chacun tire la couverture à soi pour tirer le meilleur parti politique du mouvement des Gilets jaunes et que chacun se tire dans les jambes. Pour une fois, ces gens sont là ensemble et j'espère qu'ils iront plus loin que cette marche, effectivement, non seulement contre l'antisémitisme, mais qu'à un moment donné, on va se rendre compte que face à la crise d'aujourd'hui, il faut penser à la France et à l'unité. Alors justement, comment y penser ? Quel sursaut concret ? C'est la question que je vous posais. Mais on va tout d'abord écouter une attaque, on va dire comme cela, ce qui a été dit par la ministre Agnès Buzyn, puisque Marine Le Pen a décidé de porter plainte après ses déclarations. On l'écoute. Et dès qu'elle peut aller en Autriche ou à Bruxelles avec tous les néo-nazis ou les mouvements d'extrême droite d'Europe et du monde entier, elle y court. Donc elle mange à tous les râteliers, c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vais vous laisser réagir, Arnaud Benedetti, sur le choix des mots. Il y a deux voix possibles. Il y a certains qui disent c'est honteux, il ne faut pas dire cela, et d'autres qui disent Marine Le Pen à ses alliés d'extrême droite. Le Rassemblement national de Marine Le Pen n'est pas le Front national de Jean-Marie Le Pen. C'est une réalité historique. Il y a eu une évolution. D'ailleurs, Marine Le Pen a exclu son père du Front national à l'époque. Donc aujourd'hui, assigner à une sorte de, j'allais dire, résidence mémorielle le Rassemblement national, ça me semble, en tout cas, une erreur stratégique. On peut combattre le Rassemblement national sur des tas de sujets, mais il est assez explicite qu'il y a eu un effort qui a été fait de la part, en tout cas, des dirigeants du Rassemblement national pour faire en sorte que, disons, le soupçon antisémite qui pesait sur cette formation soit balayé. Alors, il y a une extrême droite qui est antisémite. Indéniablement, elle existe. Aujourd'hui, c'est pas au sein de cette extrême droite, minoritaire, ultra-minoritaire, que s'exprime de la manière la plus visible, d'ailleurs, l'antisémitisme. Il faut être clair, il faut être explicite. L'antisémitisme, il a muté, il s'est transformé au cours des âges. Il y a eu un antisémitisme chrétien. Je vous rappelle qu'il a fallu attendre Vatican II pour qu'on enlève dans le catéchisme la notion de peuple déicide. Donc, c'est pas si lointain que ça. Il y a eu un antisémitisme d'extrême gauche également, qui s'est exprimé. Il suffit de lire un certain nombre d'écrits de socialistes utopiques du 19e siècle, voire de socialistes marxistes,
pour voir que cet antisémitisme existait. Il y a bien évidemment eu un antisémitisme, et il y a toujours un antisémitisme d'extrême droite dans un certain nombre de formations politiques d'extrême droite. Et il y a une nouvelle forme d'antisémitisme qui est née il y a maintenant un certain nombre d'années, qui est liée entre autres au conflit israélo-arabe, qui est liée aussi au radicalisme islamiste, et qui aujourd'hui prend une forme en effet qui peut être inquiétante. Par les théories du l'islamisme radical. C'est une réalité. Je veux dire, on ne peut pas nier cette réalité. Et donc, moi, je pense, si je puis me permettre sur cette question, je pense que la stratégie de la diabolisation du ex-Front National, Rassemblement National, cette vieille stratégie qui, je me souviens de ce slogan, F comme fasciste, N comme nazi, à bas le Front National, eh bien, ça n'a servi à rien. Et que cette stratégie qui consistait à nazifier le Front National a permis au Front National de prospérer quelque part en disant comme un martyr, et n'a en rien endigué la montée du Front National. Donc je pense qu'Agnès Buzyn, avec tout le respect que je lui dois, se trompe, et je pense que si elle veut contrer le Front National ou le Rassemblement National ou ses idées, il faut aller sur le fond. Mais redire que Marine Le Pen a des amis qui viennent de l'extrême droite, elle en a quelques-uns, mais elle s'est employée depuis qu'elle est à la tête de ce mouvement à dédiaboliser le FN et à virer les gens qui étaient véritablement des militants d'extrême droite. Donc on ne peut pas non plus lui faire ce procès. En revanche, on peut la combattre politiquement et dire qu'on n'est pas d'accord avec sa conception de l'immigration, sa conception de la souveraineté, etc. C'est un autre débat et c'est beaucoup plus nourrissant parce que les nazis du Front National, ça marche pas, ça n'a jamais marché, et c'est pour ça que l'antifascisme radical est un échec politique. Madame Buzyn va perdre son procès que lui intente Marine Le Pen sur, justement pour diffamation, tout simplement parce qu'elle va avoir du mal à énoncer qui sont nos alliés néo-nazis. C'est qui? C'est le gouvernement italien qui est néo-nazi, c'est le gouvernement autrichien qui est néo-nazi. Le mouvement d'extrême droite, le parti autrichien, en Hongrie, Orban, eux-mêmes se qualifient d'extrême droite. C'est pas. Non. On est allé en Autriche chez quelques Orban ne se décrit pas comme. Il a une extrême droite. Il a une extrême droite. C'est le Jobbik. Il a une extrême droite. En Autriche avec. Il y a une extrême droite qui n'est pas Orban. Donc, Madame Buzyn est une techno, il faut qu'elle le reste, il ne faut pas qu'elle fasse de la politique, ça ne lui réussit pas, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Moi, je voulais deux choses. La première, pour certains le savent, mon parcours, je viens des Républicains de l'UMP. J'ai eu des fonctions, j'étais en cabinet ministériel, j'ai eu des fonctions dans l'équipe dirigeante. Si j'ai rejoint le Rassemblement National, à l'époque le Front National d'ailleurs, c'était il y a 3 ans, si j'ai rejoint le Front National, c'est parce que je savais, c'est parce que j'avais vu que Marine Le Pen sur cette question de l'antisémitisme était exemplaire et irréprochable. C'est parce que je savais que le Front National n'était plus antisémite un parti. Marine Le Pen, la personne, ici sur ce plateau-là. Pourquoi on est exclu de cette marche? Pourquoi les gens nous montrent du doigt? De quel droit on nous montre du doigt? Moi, pour des fréquentations, pas pour des propos précis de sa présidence. J'ai un adhérent qui nous a rejoint il y a 1 an ou 2. Et il m'avait dit, c'était un adhérent qui était de confession juive, et qui me disait, je vous rejoins, parce que après Mera, parce que après l'hypercacher, parce que après Sarah Halimi, alors pour moi, le véritable adversaire, le véritable danger, c'est l'islamisme. Oui, je sais. Et donc, à partir de là, la seule qui puisse protéger efficacement, c'est Marine Le Pen. C'est le meilleur exemple pour dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Non, mais il y en a beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de racisme. J'ai un ami, bon, je ne vais pas poursuivre l'exemple, mais dont acte de ce que vous avez dit, Thierry-Paul Valette, est-ce que vous, qui serez demain, avec d'autres partis politiques, vous comprenez qu'un parti comme le Rassemblement National soit exclu ? Moi, je ne vais pas vous cacher, j'ai appelé à voter contre le Front National. Ce ne sont pas mes fondamentaux à moi. Chacun ses idées. Après, on est en démocratie, on a le droit de les exprimer et ça ne justifiera jamais la violence. Maintenant, il y a une réalité. C'est vrai que Marine Le Pen a été au second tour de l'élection présidentielle. Il y a un électorat qui est fort. Et si on est en démocratie, bien évidemment, ces voix ont droit d'exister. C'est comme ça. Maintenant, pour combattre un parti, si on n'est pas d'accord avec lui, il y a des moyens de le faire pour ça. Il y a les urnes, on peut agir sur le terrain, on peut agir sur l'éducation, il y a beaucoup de leviers. C'est pas sur les idées. C'est sur les idées. C'est pas du tout ce qui manque. On est d'accord. Mais je trouve dommage, voilà, que pour un moment fort comme ça, pour demain, il n'y ait pas la place pour tout le monde et on ne puisse pas aller au-delà de toutes ces considérations-là. Ce qui est important dans la société aujourd'hui dans laquelle on vit, on parlait du tous vivre ensemble tout à l'heure, mais là,
il faut après voir les choses de manière simple. Défi, hein, mais oui, c'est ça. L'enjeu de demain. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, ça peut faire être bizarre à tout le monde. J'ai 42 ans. Quand j'étais à l'école, j'ai appris une chanson de Pierre Bachelet qu'on aura tous 20 ans en l'an 2001. Il y a des générations entières qui ont appris cette chanson. On a idéalisé l'an 2000, l'Internet, le rêve, l'espoir, etc. Tout ça. Et en l'an 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les attentats, 2001. Tout s'est écroulé, tout s'est effondré. Et le monde, il est devenu noir. Moi, il y a Kennedy qui avait une phrase. Il disait la chose suivante. Vous ne demandez pas ce que nous, on peut faire pour vous. Demandez-vous ce qu'on peut faire pour votre pays. Nous aussi, chacun à son échelle, on a une responsabilité. Ça, on a décroché de beaucoup de choses et je trouve ça dommage. Ça, vous le dites au sein même du mouvement des Gilets jaunes. Et justement, et pour terminer, si vous le permettez, juste 10 secondes. Moi, la date anniversaire du 17 novembre, voilà, on est passé à côté. On aurait dû faire une fête géante, retrouver nos fondamentaux, d'être tous ensemble dans le partage. C'est ça, que ce soit familial. Au début, je voyais des femmes, je voyais des enfants, je voyais des gens qui étaient âgés, qui venaient, qui étaient contents, qui étaient heureux. Ils sont tous partis parce qu'il y a de la violence, parce que ça dégénère. Si on veut donner un nouveau souffle au mouvement des Gilets jaunes, il faut recréer toutes ces... Puissiez-vous être entendu? Mais oui, le printemps jaune, le printemps jaune, justement, c'est l'idéal moment avec les beaux jours de recréer tout ça, d'investir les places du village et d'être capable de discuter ensemble. Et oui, je sais bien. Il y a un parallèle intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on a des gilets jaunes qui sont très libertaires, qui défilent dans les rues, parfois sans déposer d'autorisation préfectorale, et qui s'approprient la rue. Et on a un parti politique qui décide d'organiser sa manifestation, qui décide qui peut défiler, qui ne peut pas défiler, qui s'approprie la rue et qui finalement décide d'exclure une partie de la population. C'est ça qui me choque le plus en réalité. C'est de considérer que finalement ils sont propriétaires des gens qui vont défiler dans les rues et peut-être qu'après la manifestation, ils vont revendiquer un certain nombre de personnes dans la rue et dire voilà, c'est une démonstration politique de puissance. Et c'est ça qui me dérange le plus dans cette histoire-là, c'est ce côté récupération un peu politisée, politique carrément, de la chose. Écoutez-moi, quand j'ai démarré cette partie du débat en vous demandant est-ce que la présence d'Édouard Philippe est bienvenue, parce que c'est quand même le représentant du couple exécutif, vous avez dit oui. Et Emmanuel Macron... Pas sa place, non, moi j'ai toujours dit c'est pas sa place pour vous. Ce n'est pas sa place. Il est Premier ministre. Sa place, c'est d'aller trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. C'est pas d'aller dans la rue pour s'apitoyer, non. Ah, il le fera demain, déjà. L'un n'empêche pas l'autre. Que c'est bien. Et je crois, pour l'instant, l'un empêche l'autre, puisqu'ils n'agissent pas. Mais comment vous dites ils n'agissent pas? Mais rien n'est fait. C'est pas trop facile dans la posture de dénoncer. Rien n'est fait. Les prêcheurs de haine, on sait où ils sont. Ils sont dans les mosquées salafistes. Pourquoi on ne les ferme pas? Les prêcheurs de haine, ce sont les imams salafistes. Pourquoi on ne les expulse pas? Les prêcheurs de haine, ce sont des fichés S. Pourquoi, lorsqu'ils sont binationaux ou étrangers, on ne les expulse pas? C'est ça la réalité. C'est ça le véritable problème. Il a fallu 48 heures pour qu'on ose dire, et c'est hallucinant, alors que tout le monde l'avait vu sur les images, que la personne qui a agressé Alain Finkielkraut était... de mouvance islamiste, ça se voyait quand on dit tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Non, les propos, monsieur, les propos. Palestine. Tu vas aller en enfer, Dieu va te punir. Bon. Alors, à partir de là, c'était quoi? C'était un catholique intégriste? Bon, tout le monde sait, bien sûr, que c'était... Il a fallu 2 jours pour le dire. On est dans les citations, c'est Camus qui disait en ne nommant pas les choses, on ajoute du malheur. Vous êtes presque en train de dire que le gouvernement laisse faire, y compris au sein du mouvement des... Mais évidemment, et j'irai même plus loin, pas que le gouvernement, aussi l'opposition, les républicains. Moi, dans mon secteur, à Marseille, j'ai une mosquée salafiste. Cette mosquée salafiste, elle est clandestine et elle a été inaugurée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue comme une mosquée, mais elle a été inaugurée par Valérie Boyer, la députée LR. Bon, eux aussi sont complices à un moment donné. Il y a eu des complicités de partout. Ils ne sont pas là pour s'exprimer, se défendre. Je préfère qu'à chaque fois qu'on parle des protagonistes, ils soient sur le plateau. S'il y a 60 000 compatriotes de confession juive qui ont quitté ces dernières années la Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut sérieusement dire, Arnaud Benedetti, que dans ce pays, rien n'a été fait, notamment sur l'antisémitisme, alors que l'ancien ministre de l'Intérieur, par exemple, Manuel Valls, en faisait quasiment une cause... Dans la rhétorique. Ah bon, dans la rhétorique. Sur le plan où sont les actes? Sur le plan des propos, sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la capacité à s'indigner, bien évidemment, ça a été fait. Mais est-ce qu'ensuite des mesures efficaces ont été, mises en place pour essayer, en tout cas, de contrôler un certain nombre de lieux où finalement un discours de haine est professé? Ça, on peut se poser la question. Mais moi, ce qui me paraît frappant dans ce mouvement, c'est qu'en fait, c'est une crise de la cohésion que l'on est en train de vivre
c'est étonnant. Vous voyez, on a eu un mouvement qui est parti à partir d'une question sociale, qui ensuite a muté dans une question institutionnelle, donc cohésion sociale, cohésion politique, et aujourd'hui on en revient à un sujet qui est celui de la cohésion de la nation. C'est très intéressant, je trouve que sur le plan du cycle et de la parabole presque, il y a quelque chose qui vient percuter notre réalité politique et qui montre bien que l'on est véritablement, et ça je crois que tout le monde en est d'accord, dans une crise qui est très profonde, et qui est une crise qui est multiforme, qui n'est pas seulement une crise sociale, qui est une crise institutionnelle et qui est aussi une crise du sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui fait nation aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que on est finalement, je veux dire, d'accord pour vivre ensemble. Et ça, c'est, je crois, quelque part, le résultat de 30 années, finalement, de nos réponses politiques, en tout cas adaptées à ces différentes crises. Je ne pense pas qu'il faut focaliser sur l'islamisme radical. Non, je pense que pas seulement. Je pense que d'abord, la Finkielkraut n'est pas mort. Quand même, je vous le rappelle, c'est pas comme s'il y avait eu un crime commis avant-hier. Il a été insulté par des gilets jaunes, dont un qui était apparemment un musulman, qui lui a dit Palestine. Salafiste. Apparemment, je ne sais pas, Non, oui, apparemment. Mais l'enquête est en train de se diriger vers ça, pardonnez-moi. Je ne sais pas. Les différences parce que mais en tout cas, ce monsieur, il était tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de masse. On ne peut pas dire que le mouvement... Je vous précise que l'enquête se dirige vers une... Non, mais pardonnez-moi, vous dites musulman. Je vous précise que l'enquête se dirige vers le mouvement, mouvement salafiste. Qui est... les salafistes sont des musulmans. Mais à partir de là, oui, bien sûr. Si vous revenez à la religion, tout le monde l'est. Très bien. Mais il y a une radicalisation claire de ce monsieur. Alors appelons-le, si vous voulez, un islamiste radical, salafiste, terroriste, comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il était tout seul. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils étaient deux et que c'était une manifestation de gilets jaunes où il y a très peu de musulmans dans les gilets jaunes. Il faut faire une nuance et il faut le rappeler là, maintenant. Je pense que c'est vraiment... Oui, non, mais je fais la différence entre les musulmans normaux et les islamistes radicaux. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui... Mais vous déplacez le débat, on est parti des gilets jaunes, là. On a des concitoyens de confession musulmane qui voudraient juste pratiquer tranquillement leur religion. Et c'est parti, l'islam. Et on a en face des intégristes qui, eux, souhaiteraient justement mettre sous coupe réglée. Regardez les musulmans qui manifestent, vous voyez, place des Invalides. S'il vous plaît, je vais ramener au cœur du sujet, et c'est très révélateur d'ailleurs. Regardez comme on est loin des revendications des gilets jaunes. Il me semble, oui. C'est ça ce qui est... On est loin des gilets jaunes, tout simplement. Et loin des gilets jaunes. Mais ce qui me Moi, j'ai rien contre le fait de lutter contre l'islamisme radical. Je n'ai rien contre le fait de lutter contre l'islamisme radical. Mais il ne faut pas tout mélanger. On parlait des gilets jaunes. Finkielkraut s'est fait insulter par un type. C'est scandaleux, c'est épouvantable. Je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, vous voyez bien que le phénomène est bien plus complexe que ça. Et l'antisémitisme qu'on a entendu lors des cortèges des gilets jaunes, il venait de l'extrême droite. Enfin, c'est cet antisémitisme-là. C'était des groupuscules d'extrême droite qui criaient l'ennemi, c'est le judaïsme lors de leurs réunions. C'était ça. Et qui n'a pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour exister, ça existe avant. Enfin, moi, il y a eu une réunion. Vous n'y étiez pas. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à Rungis il y a quelques semaines, avec des messieurs qui s'appellent Yvan Benedetti, Alain Soral, Hervé Rissen et quelques autres. Vous n'y étiez pas. Non, ça c'est sûr. Il semblerait, écoutez, c'est pour ça que vous ne vous en souvenez pas. Non, mais franchement, enfin, je veux dire... dire que, depuis le début, on nous explique que c'est la peste brune, alors qu'on voit très bien qu'il y a une peste islamo-gauchiste, il y a une peste islamo-racaille là-dedans. D'abord, le terme de peste me paraît exagéré, mais je dirais pas... Je vois pas des royalistes d'Action française là-dedans, enfin, franchement, mais on peut s'amuser à dire qu'il y a de tout le monde. Les royalistes d'Action française étaient en gilet jaune en hurlant à bas les voleurs, monsieur. Mais ils étaient là, je les ai vus. Alors, je peux vous les montrer, c'est assez reconnaissable. C'est pas crédible. Et les 11... Alors chacun va inventer son petit gilet jaune. Les 11 morts avec des motifs antisémites depuis 2006 en France, ils sont dus malheureusement à des islamistes. Bon, messieurs, est-ce que le problème est encore là? Aujourd'hui, il y a des actes qui sont condamnables, il y a des violences qui sont à dénoncer, que ça vient de groupuscules d'extrême droite, que ça vient de groupuscules d'extrême gauche. Apparemment, il y a une infiltration, vous l'avez vu de vos propres yeux et vécu une gangrène que les Gilets jaunes veulent expulser et qu'ils ne peuvent pas expulser du fait même de l'organisation de ce mouvement, comme l'a dit Arnaud Benedetti, et qui n'est pas organisé. Malgré tout, je voudrais qu'on regarde ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Certains disent que la position du leader de la France insoumise sur ce sujet est ambiguë. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment le cas? On va regarder ce qu'a dit justement le leader de la France insoumise. J'en appelle à ceux qui luttent vraiment
vraiment, dit-il, contre l'antisémitisme. Ne permettez pas l'instrumentalisation politicienne contre la France insoumise de cette lutte. Il y a déjà trop d'antisémites, inutile d'en inventer d'autres. De manière générale, est-ce que ce sont des positions ambiguës, certains le disent, de la part de la France insoumise, ou là, non, il y a eu des condamnations, elles vous paraissent claires, Laurence Marchand-Taillade? La France insoumise, il y a des membres de la France insoumise qui clairement sont pas clairs dans leur positionnement justement face à ces questions-là, qui sont proches notamment des indigènes de la République, dont fait partie Ouria Boutelja, et Ouria Boutelja déclare « Je suis Mohamed Merah ». Donc il y a à partir de là un certain nombre de questions à se poser entre la porosité entre les indigènes et la France insoumise. Donc il va falloir que Mélenchon soit beaucoup plus clair sur ces questions-là. Vous avez travaillé sur ce sujet. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur cette question. Pardon, Laurence. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur cette question. Mélenchon, sur la question de l'antisémitisme, c'est absolument irréprochable. La France insoumise a toujours des positions, je dirais même de défense de la laïcité, qui sont absolument irréprochables. Et il ne faut pas confondre Mélenchon et son groupe, et puis des groupes d'extrême gauche autres, issus d'autres mouvances politiques, dont font partie effectivement les indigènes de la République. La seule militante insoumise qui provient de cette mouvance dite islamo-gauchiste, c'est Danielle Obono. Mais aujourd'hui, elle est, semble-t-il, rompue avec tout ça et elle est sur les positions de la France insoumise qui sont, pardon, je ne les partage pas ces positions, mais ce sont des positions qui ne sont pas antisémites. Non, alors attention, c'est toujours pareil. Mélenchon, certes, mais il y a son entourage. Il y a les gens qui sont responsables autour de lui. Il y a son entourage, c'est bien d'en parler. Thomas Guénolé. C'est les entourages qui posent problème. Thomas Guénolé, candidat et on l'a la montré France tout à l'heure. insoumise aux européennes. Voilà, vous avez vu le tweet. Bon, c'est un réquisitoire contre Finkielkraut. Il finit par dire bon, bah, tout compte fait. À part ça, c'est le pire de tout. Mais bon, à part ça, voilà. Non mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, évidemment que Mélenchon est prisonnier d'un électorat. Enfin, moins que vous, quand même. Il a des députés. Vous êtes beaucoup plus prisonnier d'un électorat difficile que Mélenchon, excusez-moi. Si on veut parler d'un électorat raciste, c'est plutôt vous. Il a été élu par un électorat qui est islamo-gauchiste. Électorat raciste Non, je ne vais pas dire raciste, c'est vous qui le dites. Vous parlez des 11 millions, vous parlez de quoi alors? Vous parlez de qui? Je ne sais pas. Vous accusez l'électorat de Mélenchon d'être trouble. Il semble que votre électorat est trouble aussi. Non, monsieur. C'est pour ça que c'est bien, ça serait bien que vous alliez à la manifestation, justement. Pour nous, enfin, c'est des gens comme les Gilets jaunes qui ont voté pour nous. Vous avez vu, parmi les Gilets jaunes, il n'y a pas que des gens tout à fait clairs. Non, mais vous confondez. Les Gilets jaunes, ce ne sont pas des gens qui votent nécessairement le Front National. Enfin, pas ça. On est en tête dans tous les sondages, on est en tête chez vous. Non. Ben oui. Enfin, on ne peut pas sonder tout le cœur et les bulletins des urnes des Gilets jaunes. Et heureusement. Pour revenir sur Alain Finkielkraut, Finkielkraut a dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il est intervenu sur différents plateaux. Il a rappelé que finalement, il avait été aussi, disons, agressé autant sur ses prises de position que sur ses origines. Et d'ailleurs, vraisemblablement, il a été... Et c'est ce qui pose problème, finalement, dans la perception qu'on a des tweets de la France insoumise, c'est que la France insoumise, elle est prise entre deux feux, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, entre... Bien évidemment, son rejet évident, et ça je crois qu'on ne peut pas lui faire ce procès, lui, à titre personnel, de l'antisémitisme, mais le fait qu'en effet, Finkielkraut est une personnalité qui défend des thèses qui sont en tout cas très opposées et très orthogonales par rapport à la France insoumise. Donc il y a un problème de positionnement pour la France insoumise, de défendre finalement Alain Finkielkraut en tant que juif qui est pris à partie par des manifestants, et les prises de position qui sont celles de Finkielkraut, qui sont des prises de position, encore une fois, tout à fait opposées à ce que défend la France insoumise. Oui, mais c'est la question que l'on posait tout à l'heure, Général Vincent Desportes, c'est le relativisme, c'est oui, on condamne, mais regardez les idées d'Alain Finkielkraut, oui, mais regardez ce qu'a dit Alain Finkielkraut sur tel et tel sujet. C'est vrai que si on a ce genre de réaction, ça veut dire que, en gros, une victime, systématiquement, va être responsable d'une façon ou d'une autre de ce qui lui arrive. Et moi, je me méfie de ce genre de choses parce que quand on a ce genre de propos, c'est la fille qui a été agressée, elle avait une jupe trop courte, c'est la mère de famille qui va faire ses courses au supermarché, elle a mal regardé la caissière et du coup la caissière a eu raison de la gifler. Enfin, je veux dire, à un moment, on ne peut pas légitimer une forme de violence par un acte qui aurait été posé par la victime. La victime est victime, point. Et donc, on doit
pleinement être conscient que la victime est dans son droit lorsqu'elle réclame, elle réclame un soutien. C'est logique. Et puis qu'on soit d'accord ou pas avec les idées du philosophe, de l'écrivain, c'est pas le problème. Ça, c'est une chose. Mais ce qui s'est passé en est une autre. Et soit on doit le dénoncer, on doit faire. On doit être ensemble de ce côté-là. C'est ça aussi, pour résumer les choses essentielles. Et comme vous le dites très bien, on est dans une société d'excuses. On se justifie, on est dans la posture. Un tel a dit ça, mais même si je suis d'accord avec lui, je vais faire une pirouette, je vais me mettre en opposition, je vais ramener les choses à moi. C'est terrible, il faut changer de tout ça. Ça fait plaisir d'écouter ça, parce que depuis très longtemps, on entend un certain nombre de gens qui ne sont pas vous, mais des gilets jaunes dire, au fond, s'il y a des violences, c'est la faute de M. Macron. Non, je crois que quand on fait une erreur, quand on est violent, ou quand on prononce des propos antisémites, c'est sa faute à soi, c'est pas de la faute des autres. On n'a pas à aller chercher ailleurs un bouc émissaire pour faire supporter sa faute. C'est vrai dans le cas des propos antisémites, c'est vrai dans le cas de la violence des gilets jaunes. Est-ce que c'est parfois, je ne vais pas dire une spécificité, attention, mais une maladie française, justement, quand on ne veut pas voir, quand on ne condamne pas fermement, eh bien c'est là où il y a des dérives. Est-ce que c'est spécifique aussi un petit peu à la France, ce double discours? On est juste dans un manque de courage. Voilà. Un manque de courage. Et malheureusement, je pense que la classe politique aujourd'hui manque de courage parce qu'elle pense d'abord à son électorat, elle pense d'abord à être réélue avant même l'intérêt général. Et là, aujourd'hui, l'intérêt général demande du courage. Il y a une très belle tribune dans le Figaro d'aujourd'hui, je crois, de Gilles William Goldanel, qui dit « Si on veut faire porter le chapeau de l'antisémitisme aux gilets jaunes, c'est faire preuve de lâcheté face à l'islamisme. » Voilà. Évidemment qu'on a fermé les yeux, évidemment qu'on regarde ailleurs que lorsque la laïcité est attaquée, évidemment qu'on regarde ailleurs lorsqu'il y a un nouvel antisémitisme qui monte en France. Oui, mais vous dites on a regardé les... Un seul... Oui, c'est important, mais ça vient de là. Sur l'islam, ça vient de là. Mais ça vient de là, sur l'islamisme. Oui, mais sur l'islamisme, vous ramenez toujours. Moi, je ne mélange pas nos compatriotes musulmans et les islamistes. Non, pas du tout. Il faut faire nation, comme vous dites tout à l'heure, il faut faire nation avec nos compatriotes musulmans qui, évidemment, veulent s'assimiler, qui épousent nos valeurs, mais il faut évidemment, donc, dans le même temps, bannir ceux qui rejettent nos valeurs et ceux qui sont des prêcheurs de haine. Voilà, c'est ça, faire nation. Enfin, c'était pas le mais c'est pas ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est pas ce qu'on fait depuis 20 ans. Vous allez venir avec une baguette magique pour peut-être résoudre. Beaucoup de salafistes chez les Gilets jaunes. Il y en avait un, certes, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, je ne veux pas créer la polémique, mais si demain, Éric Zemmour descend dans la rue, dans un rassemblement, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la réaction des gens? Je serais curieux. Je ne sais pas. Si vous êtes à côté, comment vous allez réagir? Les musulmans, par exemple. C'était ses propres propos. Je le dis aussi. Mais attention, Thierry Paul Valette, pardonnez-moi à ce que vous dites. Chacun est libre de se déplacer dans la rue. S'il y a une menace qui pèse sur quelqu'un... Je suis entièrement d'accord. Mais je me pose la question. Si on entre dans des considérations comme ça, ne serait-ce que par rapport à Éric Zemmour, comme voilà, qui a des positions qui sont tranchées, etc., qu'est-ce qui va se passer? Après, demain, si c'est d'autres personnes, qu'est-ce qui va se passer? Donc finalement, plus personne ne va pouvoir sortir dans la rue. C'est inquiétant. C'est déjà le cas pour beaucoup de personnes, malheureusement. Ah oui, bah c'est le cas pour moi et pour d'autres aussi, et ça va être pour tout le monde. C'est grave. Parce qu'effectivement, la parole n'est plus libre. Oui, ah oui. La parole est complètement verrouillée. Voilà. On est systématiquement nourri d'anathèmes dès lors qu'on parle d'un certain nombre de sujets. Il y a beaucoup de sujets qui sont complètement interdits dans le débat. Et clairement, dès lors qu'on aborde un certain nombre de sujets, on est insulté. Ça commence par les réseaux sociaux parce que l'anonymat permet ce genre de choses. Et maintenant, on se rend compte que c'est en train d'arriver dans la rue. Et c'est ça qui, en fait, est plus choquant dans cette histoire. C'est qu'on a des gens qui n'ont même plus besoin d'anonymat pour aller insulter dans la rue. Mais ce qu'on est en train de condamner sur l'islamisme, dont on a vu le pire des visages avant-hier, on peut dire la même chose des Black Blocs qui sont intervenus sur plusieurs manifestations, des Antifa qui sont intervenus sur les mêmes manifestations. On doit les condamner de la même façon. Mais quand on parle de courage, on doit parler de ce même courage chez les politiques. Et en l'occurrence, sur ce plateau et dans bien d'autres, quels ont été, en tout cas mes propos, ça a été qu'on a un ministère de l'Intérieur qui est en défaillance totale vis-à-vis de ces formes violentes d'expression. Et il faut les condamner
Mais attendez, Vincent Desportes, est-ce que vous êtes d'accord sur cela? Parce que certains remettent en cause la stratégie, ou en tous les cas les premières semaines du gouvernement sur le maintien de l'ordre, se sont posés des questions, et d'autres disent, mais finalement, heureusement qu'il n'y a pas eu, il y a eu tellement de blessés déjà et tellement d'actes graves que s'il fallait avoir encore plus de fermeté, de violence, où est-ce qu'on serait arrivé? On était un peu sur deux sujets différents. Là, vous parliez du manque de fermeté du ministère de l'Intérieur vis-à-vis de ceux qui tenaient des propos intolérables. Mais le vrai sujet, c'est bien le vôtre. Moi, je crois que le problème de la police nationale, c'est qu'elle n'est pas adaptée aujourd'hui à ce qui se passe. On a une police nationale ou des forces de sécurité nationale qui sont adaptées à un pays démocratique dans lequel la violence est contenue. Or là, nous avons affaire à des manifestations qui dépassent ouvertement le cadre dans lequel ou pour lequel ont été créées nos forces de sécurité. Je rappelle que nous avons en France 24 000 gendarmes et policiers au total capables et entraînés pour faire le maintien de l'ordre. Et que les formes de manifestation d'aujourd'hui obligent à mettre entre 60 000 et 80 000 policiers et gendarmes sur la rue qui ne seront pas du tout préparés et adaptés à ces missions. Donc oui, on a un appareil sécuritaire qui n'est pas adapté aux formes de violence actuelles. Deux solutions. Soit on arrive à ramener cette violence dans le tube, soit on adapte nos forces de sécurité, et je crains qu'il faille le faire. Ça va au-delà de ça, parce que l'incompétence du ministre de l'Intérieur, c'est vrai, mais il y a plus que ça. C'est vrai, c'est vous qui l'a dénoncé. C'est pas un fait admis. Si on lit le Canard enchaîné de cette semaine, on tombe sur cet article qui explique que la police a repéré un casseur qui a commencé à incendier une voiture, qu'elle a appelé sa hiérarchie, qu'elle a dit qu'est-ce qu'on fait? On l'intercepte, et la hiérarchie a dit non, laissez-le faire. Et il a brûlé une deuxième voiture, il a cassé une vitrine, il a cassé une deuxième vitrine, et c'est à la cinquième, c'est la fameuse voiture de Vigipirate qui a été incendiée, et là on l'a arrêté. Si c'est pas une volonté du gouvernement de laisser le chaos s'installer et de jouer la stratégie de la tension, c'est le Canard enchaîné. Je cite le Canard enchaîné pour le coup. Parce qu'on a vu d'autres explications à cette affaire-là. Des policiers se sont exprimés. Où est la vérité? J'en sais rien, mais vous présentez une version qui, moi, me paraît fausse. Ce qui est frappant depuis le début de vos conversations ici sur ce plateau, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, qui était fondamentalement démocratique, pour plus de démocratie, on a l'impression qu'il y a parfois, je dis bien, une confiscation de la parole. Est-ce qu'on peut véritablement tout dire sur ce mouvement et depuis ce mouvement? Restez avec nous, c'est la dernière partie de cette émission. Vous me dites déjà non de la tête, on va quand même en parler. À tout de suite sur CNews, bien sûr. Vous suivez les voix de l'info, le direct, dernière partie de l'émission, avec, vous allez le voir, cet autre thème que nous allons aborder, Gilets jaunes. Il est parti au moment où j'allais justement parler. Voilà. Où est la liberté d'expression? Ça m'a frappé tout simplement, on ne devait pas parler de cela, mais Thierry Paul Valette, et non pas pour absolument pas stigmatiser ce mouvement, et dire est-ce qu'on peut, alors que ce mouvement veut plus de démocratie, des libertés, on a l'impression qu'il confisque une partie de cette liberté d'expression, dont la vôtre, clairement. Alors, comment faire? C'est le reflet de la société française aujourd'hui, c'est que la liberté d'expression, c'est devenu quelque chose de très très compliqué. Alors, on ne peut pas tout dire, c'est une réalité, mais à un moment donné, il y a des paroles haineuses qui se libèrent. On est dans une société de conflits, d'opposition, de tabous, de non-dits. Les choses, elles deviennent très très compliquées. Et puis, le mouvement des Gilets jaunes, moi je le répète, il a vocation vraiment à exister et à trouver vraiment son ADN au-delà des revendications fiscales et sociales, pour le moment où il permettra de faire changer les comportements et la société. Et c'est ça que l'on voit. On voit toutes les considérations, toutes les problématiques qui sont en train d'apparaître, qu'on a mis sur le tapis, peu importe, soit les politiques ont pas joué leur job, peu importe, mais voilà, on voit tout ça qui apparaît. On voit toutes les choses qui, depuis les dernières années, on a laissé faire. Ça, c'est une bonne chose aussi, parce qu'il faut un moment crever l'abcès. Mais est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas dire certaines choses sur les Gilets jaunes? On a pris, il y a quelques jours, l'exemple de François Berléand, l'artiste qui avait dit ce mot sur les Gilets jaunes et qui a été... il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais il a été quand même insulté et pris à partie. Heureusement qu'il n'y est pas. Vous ne pourrez pas dire, même si vous êtes fatigué, on le sent ce soir, vous nous l'avez dit, vous ne pouvez pas dire
moi j'arrête, c'est comme ça, c'est compliqué. Moi je peux pas me permettre d'arrêter parce que déjà c'est pas toujours facile, mais il faut y aller, il faut se battre. Il y a des convictions heureusement et ça doit porter des convictions. Il y a des gens qui sont derrière et j'ai pas envie de laisser certaines personnes aux mains d'autres personnes. Donc c'est une responsabilité qui est importante. Moi quand j'ai toujours une figure médiatique, un leader, se positionner, d'avoir des positions claires, c'est parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Et si nous n'est pas droit dans les bottes, ils peuvent être pas droit dans leurs bottes. Thierry Beyot, comment vous expliquez que les leaders autoproclamés des Gilets jaunes se tirent dans les pattes en permanence? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas vous retrouver autour d'une table comme nous et puis discuter? Comment ça se fait? Comme nous maintenant, parce que nous au début c'était un petit peu tendu. Moi c'était un peu du chauffeur carrément. D'accord. Chacun avait ses raisons, mais il faut dire ce qu'il en est. Voilà, mais moi je vais vous dire les choses clairement parce que chacun veut tirer la couverture à soi, chacun veut garder le petit contrôle, le petit monopole, chacun pense à l'après pour sa propre personne de manière égoïste et c'est ça, c'est des connivences après dire oh, tu fais ça, moi je fais ça et voilà. Et l'intérêt c'est pas de laisser l'autre prendre du terrain, au contraire, vous voyez, c'est ça la réalité. Alors que votre intérêt ce serait théoriquement de vous l'intérêt général. Et l'intérêt général il n'existe plus parce que pour l'intérêt individuel. On ne peut pas leur demander d'être comme un parti bien organisé alors qu'ils sont l'embryon de quelque chose. Au début c'est toujours compliqué. Deuxièmement, on n'en est pas là. On en est. Est-ce qu'on peut tout dire ou pas? Est-ce qu'on peut parler librement? Qu'on peut pas faire aux Gilets jaunes, c'est de ne pas être démocrate dans le sens où la principale revendication qui porte le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose qui veille justement à ce que tout le monde discute. Ah pardon, vous avez raison. Mais faire sortir, que ce soit Ingrid Levavasseur ou quelqu'un d'autre d'une manifestation parce qu'on n'est pas d'accord avec sa présence, c'est pas le symbole et la quintessence de la démocratie. Qui n'ose plus sortir de chez elle. Mais ça, quand même, on peut le dénoncer. C'est triste. Peut aller avec des heurts. Hein. Je ne suis pas en train de Thierry-Paul Valette, qui lui-même nous confiait avoir été menacé. Après tout ça, c'est sympathique, mais à un moment donné, il faut que ça se termine. Et la solution, elle ne peut être que politique. Si les Gilets jaunes font tout ça depuis 5-6 mois, c'est pour se faire entendre. Et la seule personne qui peut les entendre, c'est le pouvoir politique. Sauf qu'ils refusent. C'est pour ça qu'en tant que dirigeante de l'opposition, Marine Le Pen, depuis maintenant 2 mois, propose une sortie politique. Vous la connaissez tous, puisqu'on vous l'a expliqué sur nos nombreux plateaux. Oui, mais je ne vois pas en quoi la dissolution va résoudre le problème des Gilets jaunes. Oui, je connais ça donne la parole à tous les Français. À un moment donné, il faut trancher. À un moment donné, la seule manière de trancher en démocratie, c'est de redonner la parole au peuple. Mais qui demande la dissolution? C'est logique. Il y a 11% des Français qui se sentent réellement. Mais au lendemain de 68, vous aviez une France divisée en deux, il y a eu une dissolution. La dissolution, c'est l'outil pour sortir d'une impasse en politique. Aujourd'hui, on peut penser que plus de 80% des Français n'ont pas envie de dissolution. Beaucoup plus efficace que le référendum entre nous. Regardez le résultat, la situation aujourd'hui, 9 millions de personnes qui vivent en deux. Le problème, c'est qu'on oublie tout ça, on oublie pour qui on se bat, on oublie pour qui on vote, on oublie pour qui on retourne devant les urnes et qu'on fasse choisir un projet politique. La dissolution. Alors il n'y aura jamais de solution. Alors on va arriver à l'acte 27, l'acte 28, l'acte 30. C'est ça le problème. Mais pas du tout. Ce qui me gêne profondément dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il est profondément nihiliste. C'est-à-dire qu'il ne veut rien. Et que, comme vous l'avez dit, monsieur, attendez, c'est une addition d'égoïsme. Et en fait, ce qui me gêne, c'est qu'au lieu de vouloir construire, en fait, on ne veut rien. Et moi, j'aspire à ce que vous trouviez un projet commun et que vous avanciez un mouvement politique. Et vous êtes devenu un mouvement politique de fait. C'est quelque chose qui a un projet pour un groupe et pour un collectif. C'est comme l'association de fait qui n'a pas d'existence légale parce que la réalité, c'est que maintenant, c'est devenu politisé. Attendez, pour la fin de soirée, surtout pour nos téléspectateurs, allez-y. On a un problème. Le premier problème, c'est qu'effectivement, on a beaucoup d'individualisme. Et il va falloir que cet individualisme s'agrège pour devenir un nous global qui va vers une idéologie qui sera propre. Un collectif avec un projet. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense qu'une dissolution, là, en l'état actuel, n'est pas la solution. Non. Pourquoi? Parce que cette dissolution ne pourra intervenir qu'après une réforme constitutionnelle. Parce que ce que réclament les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est plus de représentativité. Or, on a aujourd'hui une Assemblée nationale qui n'est pas représentative parce qu'elle ne dispose pas suffisamment de part de proportionnalité.
Moi, j'ai une question. Deuxième chose, pour obtenir une vraie légitimité, il faut que les élus soient élus avec un vrai résultat. Et pour qu'il y ait ce vrai résultat, il faut qu'il y ait une obligation de vote réelle avec une reconnaissance du vote blanc. Parce que là, on crée un système qui est vertueux. On a des élus qui sont réellement élus, pas par 20% d'électorat, et on a des élus qui vont avoir une vraie représentativité, ce qui veut dire qu'on peut avoir des ouvriers, on peut avoir des gens qui sortent de petits partis politiques qui n'auraient pas les moyens autrement d'être écoutés, et là, on redonne de la vivacité à la démocratie. Et donc, je considère qu'une dissolution de l'Assemblée nationale sans ces préalables, ça ne sert à rien. Pour autant, la solution politique pour Emmanuel Macron peut être effectivement cette dissolution de l'Assemblée nationale, tout simplement parce que soit il réobtient une majorité et il a une légitimité à continuer sur son programme, soit il n'a pas de majorité et il va falloir qu'il négocie avec les autres mouvements politiques pour aller vers ce qui fait sens. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Je vais simplifier le schéma et réduire les choses vraiment à son essentiel. C'est vrai qu'il y a la citoyenneté, le RIC, l'expression citoyenne prise en compte, c'est une chose. Le RIC, hein, je suis désolée. Non, mais peu importe qui l'est. J'ai pas dit. Voilà, l'expression citoyenne, la vie du citoyen qui est prise en compte. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est ceux qui ont plus à manger. Ils ouvrent le frigo il est vide, ils ont plus de pognon, ils ont plus rien. C'est ça aussi. Donc moi, je pose la question très simple. C'est une réalité, on peut pas dire non. Donc je pose une question très simple. Est-ce qu'aller changer l'Assemblée nationale, pas changer l'Assemblée nationale, faire ça, est-ce que ça va leur apporter la réponse, ça va changer quelque chose? Oui ou non? C'est la démocratie. Mais pourquoi ça ne marche pas depuis des années? Vous avez bien compris, ça ne marche pas. compris que la majorité actuelle ne vous donnera pas ce que vous voulez. Donc il faut changer la majorité. Et il faut changer la majorité. Ce que vous dites n'est pas du tout évident. Là, vous affirmez quelque chose qui n'a rien de sûr. Pourquoi voulez-vous que la majorité actuelle... Le président de la République et le Premier ministre ont répété 1000 fois qu'ils ne bougeront pas de leur cap. Mais non. Oui, d'abord, ils ont déjà bougé. On a eu les 11 milliards. Attendez, si c'est pour qu'Emmanuel Macron applique la politique de Marine Le Pen, autant que ce soit Marine Le Pen qui l'applique. Parce qu'à un moment donné, il faut être... je préfère que ce soit Emmanuel Macron. Tant mieux pour vous. Donc vous devriez être heureux. Et je comprends mieux pourquoi vous êtes contre une dissolution. Si vous êtes macroniste, si vous voulez garder votre majorité, vous avez raison. Il y a un grand débat. Tant que le grand débat sera terminé, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas dire... Ce grand débat, c'est un grand enfumage. Oui, c'est un enfumage. Vous reprenez les mots des Gilets jaunes. Très bien, c'est un enfumage. Très bien, mais c'est pas une façon de parler. Sur ce coup-là, ils disent la vérité. Mais non, ça sert à quoi ce grand débat? Écoutez, tout le monde a demandé. Le sujet était posé. On fait un grand débat. Pourquoi on fait un grand débat? Pour que le président de la République puisse faire 7 heures par semaine à la télé. Mais vous savez que c'est faux. Vous lui avez reproché de ne pas s'exprimer. Maintenant, il va s'exprimer. Maintenant, non, je ne vais pas le répéter. Allez. On verra ce qu'il en sortira. Il faut une réforme du scrutin pour que le mode de scrutin soit plus représentatif et qu'il y ait la proportion. Je vais vous dire quelque chose. Sinon, la dissolution ne sert à rien. La réponse que doit apporter le président Emmanuel Macron et à la sortie du grand débat, la réponse, il l'a déjà. Il la connaît. Il la connaît. La réponse, vous la connaissez aussi? Donc la démocratie ne sert à rien. Attendez, parlez pas tous en même temps. Messieurs, s'il vous plaît. Les manifestations d'aujourd'hui sont infimes. Vous parliez tout à l'heure de mai 68. Il y y avait des millions de personnes dans la rue. Il y avait combien? Il y avait 5000 gilets jaunes samedi dernier. 1500 démons. Mais 68, ça a duré un mois. Alors il y a un problème de compétence. Et il y en a certains qui veulent que ça dure même encore plus parce qu'il y a les responsables politiques et puis il y a les artistes, les stars d'aujourd'hui, d'avant, éternels pour certains. Écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Brigitte Bardot, tiens, oui, elle a enfilé son gilet jaune, on l'écoute. Rien, ne lâchez rien. Non. Soutien. Merci. À fond. Merci. À fond. Voilà. Merci, bravo. C'est les beaux gosses comme moi qui vous Voilà un soutien affiché pour. Maintenant, ceux qui doutent un petit peu du mouvement, ceux qui s'expriment contre, sont beaucoup plus timides en ce moment et ne parlent plus beaucoup. Mais enfin voilà, Brigitte Bardot. J'allais dire... Oui, elle avait d'ailleurs soutenu Jean-Marie Le Pen aussi, si je me souviens bien. C'est une femme courageuse, vous avez raison. C'est vrai. Le principe de la qualité de Brigitte Bardot, c'est le courage. Elle ne soutient plus le Front National aux européennes, Brigitte Bardot.
Ah bon? Elle ne le soutient plus, il me semble. À vérifier, mais elle ne le soutient plus. Je suis pas. Mais vous savez, pourquoi on en parle en fin d'émission? C'est que c'est l'une des rares artistes ou stars qui le dit ouvertement, qui dit pour vous, quand d'autres qui sont un petit peu contre ou qui posent des questions sur les Gilets jaunes n'en parlent pas. Mais Franck Dubosc avait... Pierre Perret aussi. Pierre Perret aussi, vous me l'apprenez. Franck Dubosc avait cautionné cautionné le mouvement des Gilets jaunes, mais bon, il y a eu quelques difficultés, il est reparti. Mais c'est vrai que si des artistes, si beaucoup des intellectuels, d'autres, des gens qui sont médiatisés, starisés ou autres ne prennent pas position, parce qu'ils savent très bien qu'ils marchent sur des œufs. Les choses peuvent évoluer, changer d'une semaine à l'autre. Ce qu'on a vu ce samedi, ils ne vont pas aujourd'hui. Le plus important, ce sont les Français. Ce qu'en pensent les Français en règle générale. Ce qu'il faut noter aussi dans ce mouvement, il y a quand même une caractéristique de ce mouvement, c'est que beaucoup de Gilets jaunes, en tout cas un certain nombre de Gilets jaunes, pour un certain nombre d'entre eux, c'est leur premier engagement. Leur premier engagement politique, leur premier engagement social. Donc ils apprennent aussi, d'une certaine façon, à faire de la politique. Et faire de la politique, ça s'apprend. Ça s'apprend par l'école du militantisme, ça s'apprend par l'école syndicale. Et pour eux, c'est une découverte. Donc ça explique aussi, ce n'est pas pour autant pour excuser un certain nombre de dérapages, mais ça explique aussi parfois les maladresses, c'est le moins qu'on puisse dire, qui peuvent être les leurs. Et je rajouterai que les conflits, même dans les formations politiques très organisées, ça existe. La lutte des égos, ça existe. L'individualisme dans les formations politiques, ça existe aussi. Donc je crois que de ce point de vue-là, ils ne sont pas une exception, même dans les formations politiques classiques et même dans les formations syndicales classiques, les luttes d'influence et les luttes de pouvoir existent. Sur Brigitte Bardot qui enfile un gilet jaune, manifestement, ça ne vous inspire pas plus que ça. Non, mais c'est intéressant. C'est une figure populaire. Vous l'avez rappelé, c'est une des rares figures, en tout cas médiatiques, qui aujourd'hui les soutient. Il y en a quelques-uns, mais ils sont assez isolés. Elle a fait beaucoup pour la cause animale. C'est déjà par rapport à ça, moi je trouve ça formidable. Brigitte Bardot, c'est pas un people comme les autres. Elle est partie à un moment où d'autres ne seraient certainement partis. Elle a su partir à fond. Oui. Laurence Marchand-Taillade. Moi, je me méfie toujours des mélanges des genres. Donc, c'est bien que certains artistes décident de se prononcer. Mais malheureusement, voilà, on voit jusqu'où leur porte leur parole. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des gens comme Franck Dubosc qui se prononcent avec son cœur et puis qui ensuite réfléchit avec sa tête. Donc, je pense que, voilà, il y a des choses qu'il faut éviter. Mais il peut quand même... Bien sûr qu'il peut s'exprimer. C'est un citoyen, il vote, il est électeur, il peut s'exprimer, il peut avoir une parole. Mais voilà... je pense qu'il y a des fois des mélanges des genres qu'il faut éviter. Merci pour ce débat animé, vif. J'espère qu'il aura surtout intéressé nos téléspectateurs. Merci à vous. Vous serez demain, donc, place de la... oui, moi j'y serai. Voilà, exact. Avec d'autres partis. On l'espère également des Gilets jaunes pour montrer je mettrai un gilet jaune unité. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce débat. Restez sur CNews. L'information se poursuit. À suivre, c'est Yves Calvi avec l'info du vrai. Belle fin de soirée. À demain avec plaisir.